Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon troisième point lecture pour le mois de janvier. Dans cette vidéo du coup j'ai 5 romans ainsi que 2 titres graphiques à vous présenter. Je vous parlerai tout d'abord de ma lecture de Rouge par Pascaline Nolo. Ensuite ce sera au tour des 2 nouveaux titres de la collection Scrinéo Mythologie. Je vous parlerai ensuite de ma lecture de Cassidy Black, le tome 2 par Victoria Schwab. Et côté roman, je terminerai avec Les oiseaux de passage par Betsy Carter. Côté graphique, je vous parlerai de ma lecture de Tout ce qui reste de nous par Rosemary Valero O'Connell et de ma lecture du tome 5 de Zombielénium. Je vais donc démarrer avec les romans et je démarre avec Rouge par Pascaline Nolo qui est publié chez Gulfstream dans leur collection Électrogène, qui est cette fameuse collection avec le bord des pages rouges. C'est un récit qui fait partie des 26 sélectionnés pour le PLIB que j'ai donc lu à cette occasion. On est ici sur une réécriture du Petit Chaperon Rouge dans une version quand même assez sombre autant si elle est vraiment ancrée dans une époque de conte, donc plutôt moyenâgeuse, je trouve qu'on est vraiment sur une relecture très moderne, avec de nombreux thèmes très modernes. Dans ce récit du coup on suit l'histoire de Rouge qui est une jeune fille qui a grandi dans un village dans lequel elle est vraiment considérée comme étant la paria, puisqu'en fait elle est née avec une tache rouge sur le visage et une boursouflure, etc. Enfin bref. Voilà, du coup elle est vraiment considérée comme étant très mauvaise, puisque en plus de ça donc sa mère est décédée en la mettant au monde, et puis elle est vraiment considérée comme étant comme ayant eu la marque du démon, donc personne ne veut la toucher puisqu'ils ont tous peur s'ils la touchent d'être contaminés et d'avoir à leur tour la marque du démon sur eux. Et du coup donc Rouge grandit dans ce village, elle grandit du coup avec son père qui est très méchant avec elle, et les seules personnes qui sont un petit peu plus sympas avec elle c'est, je crois qu'il s'appelle Léandre, c'est un jeune garçon du village qui ne va pas jusqu'à la toucher mais qui la traite comme une amie. Et puis on a également le père François, je crois, oui c'est ça, le père François, qui est donc le religieux du village. Elle sait pas très bien pourquoi est-ce qu'il est sympa avec elle, elle pense que c'est par son esprit de charité. Dans ce récit on va également avoir du coup des loups, une sorcière, et puis pas mal d'autres éléments comme ça assez typiques de contes, puisqu'en fait dans ce village il y a une malédiction qui fait que toutes les jeunes filles doivent être envoyées après leur première règle à la sorcière qui vit dans la forêt à côté, et après les jeunes filles, eh bien, on n'a jamais de leurs nouvelles, on ne sait pas ce qu'elles deviennent, et les quelques parents qui ont essayé de soustraire leurs jeunes filles à cette règle ont eu de graves problèmes. Donc voilà, du coup on va suivre toute cette histoire. Du coup, c'est une relecture qui est quand même assez sombre, mais c'est plutôt intriguant. Je trouve que ça s'éloigne pas mal des préjugés. L'ambiance fonctionne très bien, et puis c'est un récit dans lequel du coup il y a pas mal de révélations, puisque ça s'éloigne quand même pas mal du mythe du Petit Chaperon Rouge tel qu'on le connaît. Donc il y a pas mal de révélations, des choses qui m'ont vraiment surprise, et puis à côté de ça il y a quelques autres éléments que j'avais un petit peu vu venir, notamment les révélations qu'on a sur la fin par rapport à un personnage. C'était des choses auxquelles je m'attendais, mais voilà, dans l'ensemble ça a été plutôt une bonne lecture, j'ai passé un bon moment avec. Je suis pas sûre que ça va tant me marquer que ça, mais j'ai passé un bon moment avec. Donc voilà, du coup je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite j'ai découvert du coup les 2 nouveaux titres de la collection Mythologie chez Scrinéo, que j'ai reçu de la part de Scrinéo. On a tout d'abord donc Moi Polyphème Cyclope et puis donc Moi Méduse. J'avais déjà lu les 2 premiers, donc qui étaient Moi Lydia Sirène et Moi le Minotaure. C'est une collection en fait qui s'attarde sur des monstres de la mythologie, mais qui les présente sous un jour un petit peu plus humain, qui montre en fait leur part d'humanité, et puis qui leur laisse la parole à eux et non pas aux héros. Dans Moi Polyphème Cyclope, du coup on a l'histoire du Cyclope que va rencontrer Ulysse, avec donc la fameuse histoire avec Personne. Ça montre Ulysse sous un jour très cruel et pas franchement sympa. J'ai bien apprécié celui-ci. Et puis pour Moi Méduse, c'est un récit que j'ai trouvé vraiment intéressant, puisqu'il parle de Méduse pas du tout comme étant aussi méchante qu'on la connaît, mais ça c'est un peu le concept de la collection, mais c'est également un titre qui a une lecture je trouve très féministe et assez moderne du titre, et puis j'ai bien aimé le côté où vraiment il n'y a aucune haine, mais vraiment un côté de destinée qui est très important dans ce récit.
Et puis voilà, je trouve que le travail éditorial est vraiment hyper réussi sur cette collection. Ils ont une identité visuelle qui fonctionne très très bien. Pour Méduse, du coup, j'ai mis la note de 17 sur 20 et pour moi, Polyphem Cyclope, j'ai mis la note de 16. Pour ces deux récits, comme pour les précédents de la collection, on a à la fin une part de documentation avec donc la mythologie grecque, qu'est-ce que c'est, qui sont Méduse et ses sœurs les Gorgones, à quoi ressemble Méduse, le voyage de Persée, etc. Et puis on a également un cahier de jeu à la fin qui revient un petit peu sur l'histoire, donc je trouve ça vraiment très sympa pour des jeunes lecteurs et très instructif. Ils sont marqués à partir de 10 ans d'après l'éditeur. Ensuite, j'ai découvert le second tome de Cassidy Black, donc livre 2, Plongée dans les catacombes, par Victoria Schwab aux éditions Lumen. Et vous aurez sûrement compris entre le titre et la couverture que cette fois-ci, on va se rendre à Paris avec Cassidy. Les deux parents de Cassidy en fait tiennent une émission de chasseurs de fantômes et Cassidy Black en fait elle-même voit les fantômes, ce que ses parents ignorent, puisqu'en fait elle a frôlé la mort et qu'elle a été secourue par un fantôme qui s'appelle Jacob et qui depuis reste avec elle, qu'elle est donc la seule à voir et elle voit également du coup d'autres fantômes qu'elle doit aider à traverser le voile en quelque sorte pour qu'ils puissent s'en aller. Et du coup donc ses parents pour leur émission décident dans le premier tome de partir à Édimbourg et dans le tome 2 du coup se rendent à Paris. Alors c'est un tome qui a moins bien fonctionné sur moi, je sais pas si c'est parce que je connais très bien tous les lieux dont il parle. Je me dis que c'est possible que ce soit ça, puisque du coup c'est vrai que Édimbourg je trouvais qu'il y avait vraiment une ambiance qui fonctionnait hyper bien sur l'ensemble de la ville et pas seulement sur les lieux réputés hantés qu'ils visitent, et puis ça donnait très envie de s'y rendre. Là forcément c'est moins le cas pour moi, enfin c'est moins dépaysant et j'ai trouvé que ouais il y avait moins une ambiance générale de peur. À nouveau comme dans le premier tome on a un grand mystère, enfin une grande histoire avec un fantôme, une histoire à résoudre que j'ai trouvé plutôt sympathique. Après c'est vrai que je m'attendais à ce que cette fois-ci l'histoire par rapport à Jacob avance un peu plus, puisqu'on apprend en fait que c'est pas normal qu'un fantôme reste aussi longtemps et que ça peut avoir des effets problématiques. Mais c'est pas vraiment développé ici, on nous le redit un petit peu, mais voilà, ça avance pas plus que ça, j'aurais aimé que ça avance un petit peu plus. Il y a au moins un troisième tome, enfin il y a un troisième tome en fait qui va sortir en mars je crois en version originale, donc en anglais, et du coup je pense qu'il sera traduit ensuite par Lumen, j'espère qu'il sera traduit assez rapidement. Et je crois que ce sera le dernier tome, c'est à confirmer mais il me semble avoir vu que c'était le dernier tome et il se passera à la Nouvelle-Orléans. Donc voilà, je me dis que ça peut être très sympa aussi. Mais du coup c'est vrai que autant le premier tome j'avais trouvé que c'était un récit qui fonctionnait vraiment bien, qui était vraiment très chouette, autant celui-ci je l'ai trouvé un petit peu plus classique, un petit peu plus passe-partout dans la littérature jeunesse. Mais j'ai quand même passé un bon moment avec. Donc voilà, du coup j'ai mis la note de 16 sur 20. Et du coup pour terminer côté roman, j'ai donc lu Les Oiseaux de Passage par Betty Carter aux éditions Milady, actuellement devenues les éditions Hauteville pour leur partie contemporaine, historique comme c'est le cas ici. C'est un titre que j'avais trouvé en boîte aux livres, je me souviens plus s'il est sorti en poche ou pas depuis, j'ai un doute. C'est un récit historique dans lequel en fait on va suivre l'histoire de deux personnages. Donc c'est un récit qui fait à peu près 400 pages et qui se divise en gros en 4 phases on va dire, environ 100 pages dans lesquelles on suit l'histoire du personnage masculin, 100 pages de l'histoire du personnage féminin, 100 pages durant lesquelles ils se rencontrent, ils commencent leur vie, etc. Et puis 100 pages qui traitent vraiment d'une histoire. Donc voilà, du coup c'est un récit qui est quand même assez lent puisque les personnages se rencontrent quasiment qu'à la page 200. Les deux personnages que l'on suit, donc d'un côté on a Egon Schneider qui est le fils de deux ornithologues allemands juifs très réputés qui lui ont publié du coup de nombreux livres sur les oiseaux. Egon Schneider a besoin de vivre, d'avoir son propre domaine d'expertise différent de celui de ses parents et du coup il se lance lui dans la médecine et plus particulièrement dans l'ophtalmologie. Mais il se retrouve obligé de fuir l'Allemagne au moment de l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale puisqu'il est juif et que ça commence clairement à mal se passer pour lui. Et puis donc en plus son père il est médecin juif etc, n'ont plus le droit de travailler, etc. On parle pas encore de déportation etc, mais voilà, il commence à y avoir quand même pas mal de mesures prises contre les juifs et du coup ceux qui en ont les moyens décident de partir, donc c'est le cas d'Egon Schneider qui se rend du coup aux États-Unis. L'autre personnage qu'on rencontre c'est du coup
Katrina Arty qui elle est une fille d'immigrés irlandais. Alors je me souviens plus si c'est ses deux parents ou l'un des deux qui sont immigrés irlandais, mais du coup elle a grandi à New York et on voit du coup sa vie, les 2 premiers mariages qu'elle a eus et puis jusqu'au moment du coup où elle va rencontrer Egon Schneider. Ensuite on a un petit peu leur petite vie, comment est-ce qu'Egon et les autres personnages, le reste de son groupe d'amis qui sont et eux aussi des juifs allemands qui sont partis aux États-Unis essayent de vivre leur vie, etc. Et puis avec Katrina ils vont monter en fait un cabinet vétérinaire clandestin et ils vont commencer ensuite à avoir des soucis et des déboires avec la justice, ce qui constitue en fait on va dire la dernière partie du récit. Malheureusement c'est la seule partie du récit que j'ai vraiment trouvé intéressante. J'ai bien aimé également le début parce que j'aimais bien les parents d'Egon Schneider, toute l'histoire avec leur mythologie, leur rencontre, etc. Mais voilà, c'est vrai que je trouvais clairement qu'il y avait une grosse phase molle au milieu. Et puis la dernière partie, avec tous les soucis judiciaires, en fait se résout un petit peu d'un seul coup sans qu'on sache vraiment pourquoi. On a quelques pistes mais on ne sait pas exactement quel est l'élément qui fait qu'ils réussissent à... enfin que ça se termine. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. C'est un récit du coup que j'ai trouvé assez lent et même s'il y avait certaines choses intéressantes, j'ai trouvé ça trop lent pour que ça me plaise vraiment. Et puis en plus de ça, je trouvais qu'il y avait parfois des tournures de phrases qui étaient un petit peu étranges et qui amenaient des propos un peu douteux sur les relations hommes-femmes, sur les femmes plus spécifiquement, et puis également parfois un peu racistes. Donc là, ça m'a un petit peu gênée. Je me suis demandé si c'était lié à de la traduction, puisque c'est pas... Enfin, c'est un petit peu... Ouais, je sais pas, c'est des trucs un petit peu sous-entendus ou des tournures de phrases, donc je me suis demandé si c'était lié à la traduction. Mais bref, vous l'aurez compris, du coup ça n'a pas été une franche réussite pour ce roman avec moi, et du coup je lui ai mis la note de 12/20. Côté graphique, j'ai ensuite découvert Tout ce qui reste de nous par Rosemary Valero O'Connell aux éditions d'Argo. Rosemary Valero O'Connell, c'est la dessinatrice de Mes ruptures avec Laura Dean, qui était donc ma meilleure lecture graphique de 2020, vous l'avez vu dans ma vidéo de pépites. Je vous laisserai aller voir ça si jamais vous ne l'avez pas vu. Et du coup là, forcément j'avais très envie de découvrir son nouveau titre, d'autant plus que cette fois-ci elle est à la fois au scénario et au dessin. Donc ici on est sur un titre en fait qui renferme 3 histoires courtes qui parlent toutes les 3 de mémoire et de relations. La première histoire c'est c'est la plus simple on va dire en termes de postulat et c'est également celle qui je trouve a le mieux fonctionné pour moi. On découvre l'histoire de 2 femmes qui sont ensemble, qui sont en couple et qui vont basculer en fait dans un autre monde qui est peuplé de créatures très étranges qui se nourrissent de souvenirs. C'est un récit qui m'a beaucoup plu. À nouveau comme avec Laura Dean, elle met vraiment des couleurs bien spécifiques. On retrouve, elle a son trait de dessin particulier que je trouve très joli, mais elle a aussi un talent au niveau de la colorisation et elle arrive à mettre en fait à chaque fois une ambiance de couleurs avec des teintes très précises, une palette de couleurs assez réduite pour chacune de ces histoires et je trouve ça vraiment très chouette, je trouve que ça fonctionne hyper bien à chaque fois. Donc pour le premier on était sur des teintes comme ça, donc tout en gris et rose, que j'ai trouvé vraiment très chouette. Ensuite le deuxième récit c'est un récit avec un vaisseau spatial ou spatio-temporel, je sais plus exactement, qui s'alimente de souvenirs. J'ai trouvé ça très chouette même si du coup c'était un petit peu plus nébuleux comme histoire. Et puis la dernière histoire, elle aussi était un petit peu plus nébuleuse et très métaphorique puisque c'est l'histoire d'une géante qui est endormie dans l'eau au bord d'un village et le village sent qu'elle va bientôt se réveiller, donc ça interroge aussi sur d'où elle vient, qu'est-ce qui va se passer quand elle va se réveiller, etc. Et pour le coup on était dans des couleurs un petit peu d'aube, donc du bleu, de l'orangé, ce genre de choses. Pour la deuxième histoire, donc celle de science-fiction, on était sur des teintes un peu plus sombres si je me souviens bien, avec du bleu foncé, ce genre de choses. C'est un titre que j'ai bien apprécié du coup, même si la première histoire m'a plus convaincue que les suivantes. Ça me fait dire que je suis vraiment très curieuse de découvrir Rosemary Valero O'Connell sur un titre qui sera à nouveau d'elle au scénario et au dessin, mais cette fois-ci sur une histoire plus longue et plus complète comme c'était le cas avec Laura Dean par exemple, donc sur un récit de 150, 200, 250 pages. Je suis vraiment curieuse de voir ça parce que j'aime vraiment beaucoup son trait de dessin et son sens des couleurs, et j'aime également beaucoup le fait qu'elle fasse des planches comme celle-ci que je vous ai montré juste avant, qui sont des planches qui sont pas juste avec des carrés etc. Enfin,
voilà, qui s'affranchissent un petit peu des codes de la bande dessinée en se permettant des cases différentes, des illustrations aussi différentes, et j'aime beaucoup sa sensibilité aussi bien dans ses textes que dans ses dessins. Donc voilà, c'était une lecture extrêmement plaisante sur le plan visuel. Sur le plan du scénario, voilà, j'aurais bien aimé des choses un petit peu plus longues, un petit peu plus complètes. Et du coup, ensuite, pour terminer, j'ai donc lu le 5e tome de Zombielénium par Arthur de Pince. Donc celui-ci aussi, je l'ai lu sur la plateforme Isneo. Et on est sur ce tome 5 qui s'appelle Vendredi Noir et qui est sorti aux éditions Dupuis ce mois-ci. Celui-ci, il est sorti un petit peu plus tard dans le mois. Zombielénium, c'est l'histoire en fait d'un parc d'attractions dans le nord de la France qui est dirigé par des monstres, mais c'est un parc d'attractions ouvert au public, donc c'est à dire que tout le public pense que ce sont des gens qui sont déguisés, alors qu'en fait non. Et il y a toute une histoire avec un pacte avec le diable, etc. Pour devenir un employé. Et nous on va suivre l'histoire de Gretchen, qui est une sorcière et qui est également la fille du dirigeant du parc. L'histoire se termine plutôt à la fin du tome 3 et ensuite on part sur un deuxième cycle, je trouve. Alors je me souviens plus exactement, je pense que c'était une fin assez ouverte quand même avec la fin du tome 3, mais je me souviens qu'à la lecture j'avais trouvé que ça finissait pas trop mal l'histoire. Et donc ensuite il y a 3 autres tomes sortis ou prévus, puisqu'a priori j'ai vu que la série serait terminée avec le 6e tome, donc avec le prochain. En sachant que c'est une série qui a un rythme de publication quand même assez lent, avec un tome tous les ans et demi, je dirais. An et demi, 2 ans. Il y a également eu une adaptation en dessin animé qui est très chouette, que je vous recommande si ça vous intéresse, parce que vraiment j'ai trouvé très sympa et qui respecte très très bien l'univers graphique de la bande dessinée. Côté dessin, on est sur des planches assez sympas je trouve, et puis j'aime bien tout le panel de monstres qui est montré dedans. Après, pour ce tome 5 plus particulièrement, j'ai un petit peu les mêmes reproches à lui faire que ce que j'avais fait sur le tome 4, à savoir que c'est un tome qui nous présente encore de nouveaux éléments dans l'histoire, et l'histoire générale avance pas tant que ça. En fait, dans ce tome-ci, on a 2 événements particuliers qui sont traités. Tout d'abord, on apprend l'histoire de Gretchen, et plus particulièrement l'histoire de la mère de Gretchen, et ce qui explique du coup comment est-ce que Gretchen s'est retrouvée dans le parc et pourquoi elle ne connaît pas sa mère. Et puis on a l'autre aspect de l'histoire qui est celui du fait que dans le tome 4 en gros le parc a changé de direction et que les nouveaux dirigeants ont décidé de prendre de nouveaux employés, et pour prendre de nouveaux employés, eh bien, ils organisent du coup un vendredi noir au parc, et ils vont bouffer les monstres en fait vont s'attaquer aux visiteurs pour du coup les transformer et qu'ils deviennent à nouveau des monstres, et qu'après ils puissent signer des contrats avec le diable, etc. et se faire embaucher pour le parc, en sachant que les monstres qui sont embauchés pour le parc, ils sont un peu mis en esclavage quand même, hein. Ils n'ont pas des conditions de travail super chouettes. Donc voilà, j'ai bien aimé retrouver les personnages, j'aime beaucoup l'ambiance du parc, les dessins je les trouve plutôt sympas aussi, mais voilà, c'est plus pour tout ça vraiment que j'ai bien apprécié ce tome, parce que sinon au niveau de l'histoire je trouve qu'à nouveau ça amène des pistes, et puis le fait de commencer avec l'histoire de la mère de Gretchen, ça fait que ça commence sur un rythme quand même assez lent, et ensuite voilà, l'histoire avance pas tellement. Je trouve que finalement les tomes 4 et 5 étaient un petit peu 2 tomes de transition avant le tome 6 qui serait donc a priori le tome final. Du coup pour ce tome 5 je lui ai mis la note de 14/20. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu peut-être certains de ces titres, si vous les avez aimés. Et puis donc pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!